Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à vous présenter cette contribution de l'analyse des économistes à l'analyse de la question de la tragédie des communs, en fait. Et merci beaucoup pour cette initiative d'essayer au sein de PSL de constituer une communauté transdisciplinaire autour de ces questions. Et merci David pour cette introduction qui était parfaite, et je pense qu'effectivement inverser l'ordre avait beaucoup de sens et m'économise beaucoup de temps. Donc moi je vais insister en fait sur une partie de l'analyse économique de ces questions, qui est l'analyse à partir de l'économie de la gouvernance. Parce que les économistes, en fait, donc, reconnaissent qu'il y a des problèmes de tragédie du bien commun, et ensuite s'interrogent sur comment on résout ce problème. Et en fait, la pensée économique sur la question est assez importante parce que, en tous les cas, pour une première raison qui est que même si elle n'était pas pertinente, elle a beaucoup influencé les politiques publiques. Beaucoup d'instruments qui sont utilisés, par exemple, tu as signalé Kyoto, etc. Beaucoup des instruments qui ont été mis au point pour mener des politiques publiques sur les questions environnementales viennent en fait des raisonnements économiques. Les marchés de droits d'émission, ce genre de choses, ça vient directement de ça. Alors moi aussi, je vais faire comme David, en fait, je vais essayer de revenir un peu aux fondamentaux. Alors je vais partir de trucs très simples. Alors j'ai pas de photo de mouton, mais j'ai pas de photo d'ailleurs, moi mais j'ai quelques courbes, mais vraiment des trucs basiques, hein, comme disent les économistes, Microeconomics 101. Hein, mais je pense que ça permet de bien comprendre d'où viennent les raisonnements, et puis après, je vais essayer de monter en complexité, donc à peu près le même genre de construction que celle que nous a proposée David. Alors, la première chose, en fait, c'est d'essayer de définir de manière plus fondamentale la question de la tragédie des biens communs. D'accord ? Et en fait, les économistes, en fait, utilisent, on utilise souvent cette notion de bien public hein, et de bien privé, etc. Et en fait, ça a une définition assez précise en économie qui est liée, en fait, à la question de la désirabilité du rationnement et de la possibilité du rationnement. En fait, il y a des ressources qui, lorsqu'elles sont utilisées par un utilisateur supplémentaire, ne coûtent rien. L'utilisateur complémentaire ne pèse pas sur l'utilisation de la ressource. Ça ne veut pas dire que la ressource n'a pas demandé de coût à produire, mais si un utilisateur complémentaire utilise cette ressource, ça ne nuit pas à tous ceux qui l'utilisent déjà. Donc typiquement, par exemple, de l'information, ou de la culture, voilà, un bien culturel, une chanson de Madonna, en fait, qu'il y ait une seule personne qui l'écoute ou 4 milliards de personnes qui l'écoutent, ça ne coûte rien en ressources. D'accord ? Et donc le coût marginal la notion que les économistes utilisent, c'est le coût marginal. Le coût marginal, en fait, de l'utilisation de cette ressource le coût marginal d'un utilisateur supplémentaire est 0. Et à ce moment-là, en fait, rationner l'usage de cette ressource est indésirable. D'accord ? En revanche, dès que le coût marginal est supérieur à 0, c'est désirable. Voilà. Alors ça peut être une ressource qui est une ressource renouvelable comme une ressource qui est non renouvelable. Donc cette notion, donc on a des biens qui sont rivaux et des biens qui sont non rivaux. Voilà, c'est la première chose. Hein, rivaux dans l'utilisation ou non rivaux dans l'utilisation. Et ensuite, il y a la question justement du rationnement, de la technique de rationnement. Pour rationner l'usage d'une ressource, il faut effectivement utiliser une technologie quelconque qui va priver ceux qui n'ont pas le droit d'utiliser la ressource de l'utiliser. Alors, ça peut être une barrière, ça peut être des droits de propriété, ça peut être n'importe quoi. Donc, en réalité, ce sont soit des technologies, des techniques qui vont vous empêcher d'accéder à la ressource, soit des technologies sociales, par exemple des droits de propriété, des quotas de pêche, etc. Vous n'avez pas le droit de pêcher. Donc, voilà. D'accord ? Et donc, ces technologies ont un coût. D'accord ?
qu'elles soient des technologies sociales ou des technologies techniques, elles ont un coût. Il faut les mettre en œuvre. Voilà. Les droits de propriété, il faut qu'il y ait des gendarmes, enfin, voilà, pour des gendarmes, des tribunaux, enfin, etc., de la surveillance, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est la même chose pour la barrière, il faut la construire, il faut se protéger contre ceux qui vont casser la barrière, enfin c'est pareil. D'accord ? Donc, soit ce coût est élevé, soit ce coût est faible. Voilà. Quand le coût est élevé, en fait, c'est coûteux de rationner. D'accord ? Et parfois, ces coûts peuvent être tellement élevés qu'en fait, on ne peut pas rationner techniquement. D'accord ? Et donc, en fait, il y a des ressources qu'on va qualifier dans un mauvais français d'excludables, facilement excludables, et des ressources non facilement excludables. D'accord ? Indépendamment du fait que l'exclusion soit nécessaire, enfin soit rationnelle ou pas. Et donc, en fait, alors, bon, je ne vais pas rentrer dans la discussion sur les cases, mais en fait, voilà, après, ça permet de qualifier différents types de biens. Des biens pour lesquels il est facile d'exclure, mais ce n'est pas souhaitable. Des biens pour lesquels il est impossible, il n'est pas nécessaire d'exclure, et en plus, ce n'est pas souhaitable, enfin, etc., etc. D'accord ? Donc, mais ça, ce n'est pas intéressant. La tragédie des biens communs, en fait, elle se pose à cause de la non-exclusion. Elle concerne toutes ces ressources pour lesquelles l'exclusion est coûteuse. Okay. Et le cœur du problème, il a été évoqué par David, c'est le free riding, c'est-à-dire c'est le comportement de passager clandestin de chaque individu qui va utiliser la ressource, en fait, sans contribuer sans en payer le coût. Alors ça pose des problèmes pour les ressources comme ce qu'on appelle les common pool resources, c'est-à-dire des ressources qui sont, pour lesquelles l'exclusion est désirable, d'accord ? Donc typiquement une ressource naturelle épuisable, hein, un stock de poissons, hein, voilà, ou n'importe quoi, hein, de l'air pur, enfin, etc. Donc cette ressource, en fait, qu'est-ce qui va se passer ici ? Les gens ne payent pas le coût social, effectivement, hein, c'est ce que David nous a expliqué tout à l'heure avec l'exemple des moutons, ne payent pas le coût en fait, de l'utilisation de la ressource, et donc ils bénéficient d'un service gratuit, et donc ils ont tendance à surexploiter la ressource par rapport à ce qu'elle rapporte. D'accord ? Parce qu'ils privatisent les bénéfices alors que les coûts sont socialisés. Mais c'est aussi vrai pour les biens publics purs, hein, ou en français, en fait, d'ailleurs, on a une meilleure expression qu'en anglais, pour une fois, qui sont les biens collectifs purs, hein, pour différencier... enfin bon, je n'ai pas le temps de développer, mais donc en France, les biens collectifs purs, qui sont ces biens donc, pour lesquels il n'est pas souhaitable d'exclure, et de toute façon, l'exclusion est difficile. Le problème ici, c'est que ces biens, il n'est pas souhaitable d'exclure parce que l'utilisation par un utilisateur supplémentaire n'est pas coûteuse. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des coûts pour produire ce bien. En fait, il y a ce qu'on appelle des coûts fixes. Il faut bien que Madonna mange. Elle n'a peut-être pas besoin d'avoir 5 piscines et 3 jets, mais en tous les cas, il faut bien qu'elle survive, d'accord ? Donc, il faut payer Madonna, les artistes, etc. Il faut payer la défense nationale, l'éclairage collectif, etc., etc. Et donc là, le problème, c'est que si cette ressource est produite par certains, les autres, en fait, vont en profiter sans... enfin, si cette ressource est financée par certains, les autres vont en profiter sans payer. D'accord ? Et du coup, le problème, c'est qu'on risque de se retrouver dans une situation de sous-production de cette ressource, puisque les individus se diront pourquoi ils contribuent à la production de ces ressources, alors même que les autres en profitent sans contribuer, etc. Ils ont plutôt intérêt eux-mêmes à dédier leur énergie à la production, par exemple, et à la consommation de ressources privées, enfin de biens privés, etc. etc. D'accord ? Et donc là, on va avoir systématiquement une sous-production de ces ressources. Voilà. Alors, voilà dans quel cadre on va raisonner. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais revenir sur la manière dont les économistes pensent la résolution de ces problèmes-là avec des mécanismes institutionnels divers et variés, des mécanismes qu'on qualifie de gouvernance.
qui essayent en fait tous, qui reposent tous sur le principe d'essayer de rapprocher coût privé et coût public. Coût collectif et coût privé, plus exactement, plutôt que public. D'accord ? Et je vais y revenir dans un instant. Avant ça, je voudrais simplement faire quelques commentaires, parce qu'évidemment, c'est une présentation très schématique de ces questions. En réalité, évidemment, dès qu'on passe à des questions empiriques concrètes, on ne se retrouve pas avec ces 4 cases aussi claires. D'accord ? C'est pratique pour l'exposer, d'utiliser des cases hein, et donc d'opposer des situations. Mais en réalité, par exemple, ici, il y a un continuum en termes de rivalité. C'est pas la même. Il y a des ressources en fait qui sont dont la consommation et la production détournent tous les moyens de production vers l'utilisation de cette ressource au détriment des autres. Et donc, c'est des ressources qui vont être empêcher en fait la production d'autres ressources. Hein. Par exemple, certains types de biens de luxe qui vont empêcher la production. Un exemple, par exemple, c'est la recherche médicale qui va se focaliser sur les problèmes des riches personnes âgées du Nord au détriment des problèmes des pauvres individus du Sud, des pauvres masses du Sud, pour faire simple. Vous voyez ? Et donc, parce qu'on va concentrer les cerveaux, la recherche médicale, etc. Et donc, donc le coût, le coût marginal de la desserte, du solutionnement du problème du mal de plus de 50 ans occidental a un impact sur les solutions pour la malaria dans les pays en développement, etc. etc. D'accord ? Et puis, il y a évidemment d'autres ressources en fait, qui sont presque au contraire des ressources où si vous faites consommer la ressource à un individu supplémentaire, non seulement ça coûte rien, mais éventuellement ça produit du bénéfice, donc le coût est négatif. Typiquement, par exemple, un vaccin, des campagnes de vaccination. D'accord ? Voilà, enfin, bon, ce genre de choses, hein, puisque ça bénéficie à tout le monde, parce qu'évidemment, il y a moins de transmission, enfin, etc. etc. Bon. Donc ça, c'est... Et vous avez un continuum, hein, donc on n'est pas dans des cases. Deuxième chose, en fait, il y a beaucoup de... désolé pour le violet qui ne se voit pas ici. Sur l'écran du Mac, c'est parfait, mais bon. Deuxième chose, c'est que, en fait, ces frontières-là sont relativement floues, parce que la frontière des public goods, parce qu'en réalité, il y a plein de biens publics qui sont localisés au sens où ils bénéficient de manière asymétrique aux individus qui sont proches de lui ou éloignés de lui. Alors ça peut être de la proximité géographique, comme ça peut être de la proximité sociale. Quand vous produisez du théâtre, par exemple, et que vous le produisez dans le centre de Paris, on voit bien que ça ne profite pas, même si c'est un bien public, hein, du théâtre public, enfin, etc., ça ne profite pas exactement de la même façon à tout le monde. Voilà. Pour des raisons à la fois géographiques et des raisons de stratification sociale, etc. etc. Alors ça, donc la frontière ici est plus compliquée que là, et aussi ça fait que, éventuellement, ça fait tomber certains biens publics dans la catégorie club good, parce qu'en fait, même si c'est un bien public, en fait, certains en bénéficient plus que d'autres, et donc vous pouvez jouer en fait vous résolvez le problème de la fourniture du bien public, parce qu'ici, on voit bien que les gens n'ont pas intérêt à contribuer, alors qu'ici, ils ont intérêt à contribuer. Hein donc, deuxième élément. Troisième élément, la frontière entre exclusion et non-exclusion dépend fondamentalement de la technologie, que ce soit la technologie technique ou la technologie sociale. Quand vous inventez des techniques de cryptage, décryptage, ben, vous avez des systèmes qui, donc, du coup, créent une façon facile de contrôler l'accès à l'information. D'accord ? Et donc, vous pouvez mettre des barrières à des coûts relativement bas, et donc vous pouvez résoudre en partie le problème de la contribution à la production. Ceux qui ne payent pas leur abonnement, ils ne voient pas les programmes de Canal+, enfin, ou ils les voient cryptés, donc voilà.
Donc, et évidemment, c'est la même chose pour la technologie sociale. Si vous créez un système de droit de propriété intellectuelle, par exemple, ou même un meilleur système de droit de propriété sur la Terre, eh bien, vous pouvez contrôler l'accès à des ressources ou pas. Si vous créez une agence internationale qui va effectivement pouvoir contrôler les quotas de pêche, vous créez un mécanisme, si elle est efficace, etc., qui va permettre de créer, de contrôler l'accès à la ressource et donc d'instaurer par exemple des quotas ou d'autres types de solutions. Et donc ici, en fait, on peut avoir, si on imagine que ça c'est l'ensemble des biens disponibles sur la Terre, effectivement on peut avoir si on baisse les coûts de la technologie de contrôle de l'accès, on peut avoir plus de ressources dont on contrôle l'accès et donc avec moins de problèmes de contribution au bien commun, etc. Enfin, de l'accès à ces ressources, hein, ce qui pose notamment un problème quand elles sont par exemple, quand il s'agit de ressources épuisables. L'autre dernière chose, en fait, cette frontière aussi peut évoluer. Cette frontière, en fait, elle dépend fondamentalement, et là on revient à Malthus, etc., aux histoires de densité de population. L'eau pure, les poissons, enfin, les réserves halieutiques, etc., effectivement, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, c'était une ressource infinie. Aujourd'hui, ce n'est plus une ressource infinie, etc., etc. Et donc, effectivement, vous pouvez avoir un déplacement de cette frontière avec des ressources qui autrefois étaient non rivales, en quelque sorte, et qui deviennent rivales, simplement à cause de l'augmentation de la densité de la population, du développement économique, etc., etc. D'accord ? Alors maintenant, je vais m'intéresser, comme je vous l'ai annoncé, aux solutions qui sont en général proposées pour traiter de ces ressources, de ces problèmes. Voilà. Alors là, ici, quand on parle de common pool, en fait, le problème fondamental, au fond, c'est un problème qu'on qualifie en économie d'externalité. C'est l'idée que, en fait, celui qui utilise une ressource ne paye pas pour les bénéfices de cette ressource ou les conséquences négatives de son action sur cette ressource. Et ça veut dire que c'est les autres qui vont le payer. D'accord ? Et on parle d'externalité parce que c'est une interdépendance dans l'usage de la ressource qui n'est pas médiée en fait, par un mécanisme de marché, par un système de prix, etc. Et donc qui ne permet pas en fait, à un individu de supporter le véritable coût de l'usage de la ressource. D'accord ? Et donc, on va voir qu'il y a plusieurs solutions qui sont proposées, enfin qui sont analysées en économie, et ça va nous permettre de mieux comprendre quelles sont les propriétés de ces solutions et pourquoi, éventuellement, on peut avoir, en tous les cas, en première analyse, une préférence pour les solutions qui sont hâtivement souvent qualifiées de néolibérales, de type marché d'émissions, etc. D'accord ? Deuxième chose, et là, ça concerne plutôt les biens collectifs, hein, analytiquement, on regarde quels sont les problèmes avec donc en général, la réponse, hein, elle a été évoquée tout à l'heure, la réponse, c'est que quand on a des biens collectifs purs, il faut quelque chose comme un État, un dispositif qui permet de la coercition pour forcer les individus à contribuer au financement de la ressource, ou à la production de la ressource, ou à l'entretien de la ressource. Enfin, c'est toujours la même chose. Hein. Et donc, ce qu'on a en tête facilement, c'est l'État, mais ça peut être des tas d'autres choses hein, en pratique. D'accord ? Ça peut être des associations volontaires, enfin, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un mécanisme qui va forcer tous ceux qui bénéficient de la ressource, en fait, à financer ou à contribuer à son financement. Voilà. Et donc, on va voir quels sont les problèmes qui sont évoqués. Et donc, je commencerai assez simplement par évoquer ces mécanismes, pour essayer de faire comprendre l'esprit de ces mécanismes, et ensuite, je vais monter un peu en gamme dans l'histoire de la complexité, en fait. Voilà. Et donc, je commence par traiter, en fait, des externalités. Donc, en général, pour
pour les externalités, en fait, je vais simplement vous proposer un petit cadre analytique très très simple, juste pour essayer de les penser. Donc, pensez une société où il n'y aurait que 2 agents, et faisons simple, il y a une usine en amont qui produit quelque chose, enfin sur le bord d'une rivière, il y a une usine qui produit quelque chose, et il y a eu un autre agent économique en aval. Hein. Comme ça, on va éviter les problèmes d'avoir des gentils citoyens et des méchants industriels. D'accord ? On a deux industriels, d'accord, le long d'une rivière. L'activité de l'industriel A pollue la rivière, et l'industriel B a besoin de dépolluer. D'accord ? Ensuite, vous pouvez étendre ce raisonnement à n'importe quoi, c'est-à-dire ça peut être aussi un méchant industriel et un gentil citoyen, et le gentil citoyen, soit il dépollue, soit il est malade, soit ses enfants meurent, enfin tout ce que vous voulez, hein, d'accord, mais c'est pour éviter toutes les connotations morales, d'accord, et essayer de comprendre la logique. Donc ici, vous avez en fait les bénéfices de l'industriel en fonction de la quantité qu'il produit. D'accord ? Alors, les bénéfices baissent toujours, enfin, le profit baisse toujours parce que, en fait, quand il produit beaucoup, il va vendre moins cher, tout simplement. D'accord ? Parce qu'il y a moins de besoin des biens qu'il produit. Alors, on imagine que cet industriel, il produit des biens qui sont utiles. Et si ces biens sont utiles, il y a des consommateurs qui les achètent parce que c'est utile. D'accord ? Voilà. Et donc, cet industriel, il a des coûts comme ça enfin plutôt des bénéfices qui baissent, hein, et il va s'arrêter. En fait c'est le bénéfice marginal, mais donc c'est le coût c'est le bénéfice de la dernière unité produite. Et lui, il va s'arrêter quand la dernière unité produite lui rapporte 0. D'accord ? C'est son niveau optimal de production, et lui, il ne regarde que son profit. Non pas parce que en fait, voilà, son objectif, c'est de maximiser son profit. Et s'il produit une unité supplémentaire, en fait, la demande, et en fait, ici, ça veut dire que pourquoi il fait un profit négatif ? Parce qu'en fait, le consommateur supplémentaire va valoriser le bien à un prix inférieur à son coût de production, et donc il ne va pas le produire. Et c'est socialement efficace. D'accord ? Ça ne sert à rien de produire des biens qui coûtent plus cher à produire que... voilà. L'industriel aval, lui, il a des coûts de dépollution à supporter. D'accord ? Peu importe pourquoi, etc. Imaginez que c'est une blanchisserie, il a des coûts de... Et plus l'industriel amont produit, plus l'industriel aval doit supporter des coûts élevés. Bon. Ça, c'est le cadre analytique pour comprendre les différents outils. Au passage, donc, en fait, la différence entre le bénéfice de l'industriel et les coûts du pollué sont le surplus social en valeur qui est produit par l'activité de l'industriel. D'accord ? C'est-à-dire, c'est son bénéfice. Alors évidemment, c'est lui qui se l'accapare, mais on pourrait imaginer que, par exemple, après, il est imposé sur son profit et que ça peut bénéficier aussi à la société, enfin peu importe. Ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est une mesure du surplus social. D'accord ? Et donc la première chose, c'est que supprimer totalement la pollution, ça n'est pas efficace. D'accord ? Ça n'est pas efficace, ça supprime la pollution, mais on n'a pas de production. D'accord ? Donc effectivement, on peut arrêter d'utiliser les ressources, mais comme on le sait, les ressources naturelles, mais comme on le sait, ça réduirait assez fortement la population mondiale, ça produirait quelques conflits, etc. etc. D'accord ? Donc ici, en économie, en fait, on va montrer que, de manière très simple, en fait, il y a un niveau de production et donc de pollution optimale qui est simplement quand l'unité supplémentaire produite résulte en un surplus social marginal négatif, égal à 0 par exemple. D'accord ? Donc ici, effectivement, si l'industriel produisait plus que Q bar, eh bien, on aurait des nuisances supérieures en fait aux bénéfices, et donc évidemment là, ce n'est pas socialement efficace. D'accord ? Et donc effectivement, il faut essayer de trouver un moyen pour que l'industriel produise la quantité Q bar. Et l'industriel, spontanément, n'est pas conduit à produire la quantité Q bar, tout simplement parce qu'il ne supporte pas le coût de la dépollution dans mon exemple. Donc comment on peut faire supporter le coût de la dépollution ? Il y a plusieurs solutions. Là, une première solution, en fait, qui justement ne consiste pas à faire supporter le coût de la dépollution à l'industriel, c'est la solution où on régule l'émission. D'accord ? Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va imposer à l'industriel un quota d'émissions.
Et lui, en fait, ça va se traduire par une augmentation de ses coûts unitaires. Il va devoir mettre des dispositifs de dépollution ou utiliser une technologie plus chère, etc. Donc, il va payer, enfin, il va faire moins de profit. Et donc, par exemple, si on met le niveau ici, bah, il va faire moins de profit et donc il va arrêter là. Mais on a dit le niveau de pollution optimale, c'est ça. OK, donc on lui met encore des contraintes supplémentaires. Le problème ici, c'est qu'en fait, donc, effectivement, il va produire Q bar, mais en réalité, les coûts de dépollution ont baissé, puisque la quantité de... Voilà. Et donc, en fait, maintenant, en réalité, la pollution optimale est P2. D'accord ? Et donc, en réalité, si voilà, vous avez toujours le problème que finalement, il y a quelqu'un qui supporte des coûts alors qu'il ne les a pas générés, enfin, etc., etc. Donc, ce n'est pas une solution, en fait, efficace. D'accord ? Et par ailleurs, vous le voyez, graphiquement, ça réduit le surplus social. OK ? Deuxième solution, c'est l'impôt. Donc la taxe sur la pollution, c'est le principe pollueur-payeur appliqué à l'impôt. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On a un État qui dit, eh bien comme ce niveau de pollution supplémentaire, enfin ce niveau de production supplémentaire induit ce niveau de coût, alors je le répercute dans les coûts de l'industriel grâce à une taxe. D'accord? Donc si ma taxe est bien calculée, voilà ce que je fais. OK? Évidemment, ici, je vais avoir la production optimale, en quelque sorte. L'inconvénient de cette solution, c'est que, en fait, à qui va aller l'impôt, le produit de l'impôt? En fait, le produit de l'impôt, il n'est pas reversé à celui qui subit la pollution. D'accord? Et donc, s'il va dans la voiture de fonction ou la piscine de fonction du politicien qui a mis l'impôt en place, on a une solution. En fait, en gros, la taxe a servi essentiellement à faire de la redistribution. Alors, elle a atteint en partie son objectif environnemental, mais elle fait de la redistribution en même temps, et ce n'est pas forcément efficace. D'accord ? L'autre point important, c'est que si on veut que la taxe soit efficace du point de vue de la gestion de l'externalité, il faut qu'il y ait une capacité d'information de l'État extrêmement fort. Il faut qu'il connaisse ces coûts-là. Or, ce n'est pas évident pourquoi lui révélerait ses coûts. S'il ne bénéficie pas en retour du produit de la taxe, il n'a aucun intérêt à le révéler. S'il bénéficie du retour, il a intérêt à surestimer ses coûts. Et donc là, on va arriver à des inefficacités fortes. D'accord ? Et donc, en fait, souvent, ces taxes pigoviennes ne sont pas efficaces. Parce qu'évidemment, elles vont être manipulées politiquement, à la fois par les individus, les acteurs, les citoyens, enfin, etc., les pollués qui ne sont pas forcément des gentils citoyens, hein, qui peuvent être des méchants industriels, d'accord, etc., etc. D'accord ? Et donc, il y a une dernière solution, qui est la solution, en fait, de la négociation entre les parties. Alors cette solution de la négociation entre les parties, elle revient à dire, par exemple, admettons qu'il y a eu un timing dans la mise en œuvre de ces deux usines. Il y a d'abord l'usine en amont qui s'est installée et l'usine aval qui est venue. D'accord ? L'usine aval, en fait, elle a des coûts de dépollution. Ce qu'elle a intérêt à faire, compte tenu du niveau de ses coûts de dépollution, par rapport à la baisse de profit qu'induirait une réduction de l'émission, c'est d'aller voir l'usine amont et lui dire « Écoutez, plutôt que produire cette quantité QA, pourquoi vous ne réduisez pas votre quantité? Vous, ça va vous coûter ça. Mais moi, je vous propose de vous indemniser de cela. » D'accord ? Évidemment, si c'est ça qui se passe, et donc évidemment, lui, il peut l'indemniser grassement puisqu'il fait une très forte économie. D'accord ? Et donc évidemment, on va avoir une logique qui va conduire au point d'accord qui est ici, où en fait, le niveau de... ici, j'ai pas intérêt, enfin, le pollué n'a pas intérêt à inciter plus le pollueur, et donc ils vont négocier, et en fait, le pollué versera ce montant de profit
au pollueur. Il pourra le faire parce que lui, il fait ce montant de surplus, enfin, il fait même tout ce montant de surplus. Et donc, évidemment, les deux sont gagnants. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle cette solution est efficace. Et par ailleurs, vous voyez bien que cette solution est efficace parce qu'ils ont intérêt dans la négociation à se révéler, enfin, ou à converger vers une évaluation de leur vrai coût et de leur vrai bénéfice. Ils n'ont pas besoin de se les révéler mutuellement, mais forcément, c'est derrière la négociation. D'accord? Et donc, ils vont atteindre ce point efficace. Juste un point, si le timing avait été différent, ça serait exactement pareil. C'est-à-dire que, imaginons que c'est un pollué qui s'installe d'abord et un pollueur qui s'installe en amont. Là, ce qui va se passer, c'est que le pollueur, en fait, c'est que le pollueur va indemniser le pollué pour lui payer, en fait, les coûts de la dépollution. Et ils vont arriver au même équilibre. D'accord ? Alors évidemment, ceci repose sur des hypothèses très très fortes. Ça suppose sur des hypothèses qu'en fait, d'une certaine manière, il y a des droits de propriété. Soit en fait, il y avait des droits de propriété à l'eau pure de l'usine aval, soit il y a des droits à polluer préexistants du pollueur, et le pollué va les racheter. D'accord ? Donc ça suppose qu'il y ait des droits de propriété, et ça suppose aussi que les coûts de transaction sont faibles par rapport à l'enjeu de la négociation. Les coûts de transaction, c'est les coûts pour parvenir à un accord. Alors évidemment, dans un cas où, par exemple, on a des milliers de pollués et un seul pollueur, les coûts de transaction vont être élevés parce que ça signifie des milliers ou des millions de négociations. D'accord ? Et par ailleurs, si les droits de propriété ne sont pas établis clairement, eh bien, chacun va dire « mais c'est à toi de m'indemniser », etc. etc. D'accord ? Et donc, il n'y aura pas d'accord. D'accord ? D'où cette idée d'avoir ces marchés de droits à polluer. Oui, pardon. Pourquoi on ne fait pas une loi, juste une loi qui oblige le pollueur à dépolluer à ses propres frais? C'était le premier cas. C'est ce cas-là que je vous ai indiqué. Et ça, ce n'est pas efficace. C'est toujours B qui paie la dépollution, là. Pardon ? Là, c'est toujours B qui paie la dépollution. Oui. Ah oui, vous dites une loi où c'est le pollueur qui paierait les coûts de dépollution. Oui. Ah, donc, qui consisterait à dire, en fait, c'est toujours le pollueur. Enfin, il y a des droits de propriété intrinsèques des pollués. C'est ça, en fait. C'est tout à fait possible de faire une loi comme ça. D'accord ? C'est la solution. Une loi comme ça, c'est une solution où, de facto, vous reconnaissez des droits de propriété aux pollués ou aux pollueurs. Pourquoi on ne fait pas ça éventuellement pour l'air pur, etc. En partie parce qu'il y a un problème de coût de transaction. Enfin, si vous avez des millions de pollués qui vont faire un procès à l'usine d'à côté ou au voisin d'à côté ou au système de chauffage de l'immeuble d'à côté, etc. Non, mais ça pourrait être une loi globale qui s'applique à tout le monde. Oui, mais je comprends bien, mais après, il faut qu'il y ait une négociation. Cette solution, c'est une solution où on a une négociation ensuite. Je ne comprends pas pourquoi, parce que même s'il n'y avait pas d'autres usines. Le problème, c'est on est bien d'accord sur le fait que l'objectif, après, c'est que le pollueur, dans l'hypothèse dans laquelle on est, le pollueur va voir, plutôt les pollués vont voir les pollueurs et leur disent, ben voilà, vous faites quelque chose et ça me coûte tant, vous devez me payer. D'accord ? C'est ça. Vous devez me payer mes coûts de dépollution ou vous devez me payer la baisse de mon utilité. Je respire un air moins pur, vous avez construit un immeuble qui gâche ma vue, etc. etc. Et donc, si on fait ça, le point, c'est qu'il va y avoir des millions de conflits locaux, etc., pour évaluer à chaque fois quels sont les dommages et intérêts dus. D'accord ? Et si ces conflits locaux sont coûteux, ça peut être extrêmement coûteux pour la société, c'est-à-dire qu'on va perdre les bénéfices de cette solution efficace, en quelque sorte, en théorie bien entendu, simplement à cause des coûts de mise en œuvre. Est-ce que l'explication, ce n'est pas que les modèles économiques actuels sont basés sur l'hypothèse de Jean-Baptiste Say, c'est-à-dire que les ressources naturelles n'ont aucune valeur?
parce qu'elles sont éternelles. C'est-à-dire que là, l'eau pure n'a aucune valeur, donc elle ne rentre pas dans la logique économique. Non, ici on est bien dans l'idée qu'il y a une valeur, puisque le pollué en aval doit la dépolluer. L'usine qui pollue ne prend pas en compte la valeur de l'eau pure. Quand elle fait sa logique, quand elle fait son modèle économique, elle ne considère pas qu'elle consomme de l'eau pure qui aurait une valeur économique. Oui, mais, ça ne rentre pas dans son modèle économique. Je suis d'accord avec vous, mais simplement le problème, c'est que la valeur n'a de sens que quand elle est attribuée à des utilisateurs qui seuls peuvent donner en quelque chose une valeur à quelque chose. Si vous voulez. Sinon, qui donne de la valeur à quoi? Qui décide que l'air pur va coûter 10 €, 100 €, 10 millions d'euros? Enfin, un mètre cube d'air pur. Mais oui, mais précisément, c'est pour ça que cette solution est en partie la solution des droits de propriété. Enfin, remarquez, hein, j'ai parlé des accords volontaires. Hein, la solution des accords volontaires est la solution où ceux qui attribuent une valeur à quelque chose et qui, soit parce qu'ils supportent des coûts, soit parce qu'ils ont une baisse de leur utilité, vont négocier avec ceux qui ont affecté cette valeur. D'accord ? Voilà. En fait, c'est plus un problème de compréhension sur le mécanisme de régulation, pourquoi ce n'est pas efficace. Parce que, du coup, sur le mécanisme de régulation, donc on a la taxe que vous avez illustrée, mais en même temps, le coût de dépollution pour B diminuait aussi, donc je ne comprenais pas pourquoi, in fine, ce n'était pas efficace. Parce que si vous voulez avoir zéro pollution, enfin, si vous voulez qu'il ait zéro coût, le pauvre pollué, là, eh ben, on est à production zéro. Et on perd tout le surplus social. Bon, alors évidemment, c'est un schéma d'analyse extrêmement simplifié, hein, mais ça permet de comprendre quand même en fait où se situent les arbitrages. Alors évidemment, après, maintenant, on va monter un peu en gamme. Alors, le problème d'abord, c'est en fait que les systèmes de droit de propriété ne sont pas sans coût à mettre en œuvre et posent aussi des problèmes quand on les met concrètement en œuvre. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et comme vous l'avez implicitement souligné, madame, le problème, c'est que souvent, au départ, les agents économiques font des investissements, etc., dans un contexte donné. Par exemple, d'absence de tension forte sur la ressource halieutique ou d'absence de tension forte sur l'air pur. D'accord ? Et donc, ils font des investissements. Ces investissements, c'est de la richesse, c'est des emplois, etc., etc. Et puis, à un moment, effectivement, à cause, par exemple, du développement économique ou du développement démographique ou du développement urbain, les ressources qu'ils utilisent gratuitement deviennent coûteuses. D'accord ? La question, c'est à qui on doit donner les droits de propriété. Typiquement, par exemple, un exemple pour vous donner juste un truc, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident parce que, évidemment, spontanément, on se dit c'est les pollués. Mais les gens qui ont été construire leur maison à 2 pas de Roissy, parce que le terrain était moins cher, parce que se développait une zone économique dont ils allaient bénéficier, etc., etc. Après qu'ils se plaignent du bruit des avions, de la pollution sonore, etc., et qu'ils demandent une réduction des vols de nuit, etc., etc., alors que Roissy a au départ été construit sur un plateau plus ou moins désert, il y avait juste un petit village et quelques agriculteurs, eh bien, à qui on doit donner les droits de propriété? Aux gens qui ont été sciemment construire leur maison à côté de l'aéroport, aux gens qui ont construit sciemment leur maison en zone inondable, etc. Ce n'est pas toujours évident de savoir ce qui est juste et de savoir aussi ce qui est efficace. Parce que si vous protégez, si vous protégez dans ce cas-là, dans cet exemple-là, ceux qui sont victimes de la pollution, en fait, vous jouez un jeu dangereux en réalité. Le premier jeu dangereux, c'est que c'est pas forcément juste pour ceux qui ont investi dans l'infrastructure, l'activité Roissy, etc., etc. D'accord ? Mais parce que
concrètement, ça va faire une baisse de la valeur de leurs investissements. D'accord ? Et derrière, il n'y a pas que des méchants capitalistes, il y a aussi des gentils employés, etc. etc. Il faut bien voir que voilà, on n'est pas... il faut avoir des raisonnements rationnels dans tout ça. La deuxième chose, c'est que si vous faites ça, vous donnez aussi un signal que, en fait, on peut avoir une stratégie irrationnelle en apparence. C'est-à-dire aller construire sa maison en zone inondable, parce qu'effectivement le terrain est moins cher, etc., etc. Donc on va corrompre l'élu ou faire une pression politique, etc. Et puis après, de toute façon, on sera protégé par la collectivité. Et ça, ça ne conduit pas à une bonne utilisation des ressources collectives. Parce qu'après, c'est la collectivité qui va devoir protéger ces zones inondables à des coûts éventuellement beaucoup trop élevés, etc., etc. Donc il faut bien voir qu'on est dans ce genre de raisonnement. On est aussi dans des... Voilà. Alors donc le point, c'est que, en fait, effectivement, les droits de propriété, quand vous les distribuez, ça a des effets distributifs. Si vous donnez les droits aux pollués ou les droits aux pollueurs, la richesse des uns et des autres va être différente. D'accord ? Vous opérez une redistribution éventuelle. Et donc la grande question, c'est quand on se dit qu'un mécanisme de droit de propriété est plus efficace, comment on alloue les droits de propriété ? Parce qu'en général, ils n'existaient pas au départ. D'accord ? En fait, le problème des commons est un problème très générique. Ce n'est pas le problème simplement des petits champs dans les villages britanniques. En réalité, énormément de ressources ont, jusqu'à une période, jusqu'à la révolution industrielle ou la révolution commerciale du XVIIe siècle, étaient en accès libre. Et puis, précisément, ces révolutions industrielles, commerciales, etc., se sont construites autour de la privatisation en partie de ces ressources, parce que, précisément, cette privatisation a permis une utilisation plus efficace de ces ressources, parce que ça permet aux utilisateurs d'internaliser les coûts. Ben oui, c'est ça le point. Ça permet aux utilisateurs d'internaliser les coûts. Sinon, il y a surexploitation de ces ressources. C'est ça le grand point. Et donc, mais le problème, évidemment, c'est que quand vous donnez la propriété d'une ressource qui, au départ, est une ressource collective à certains, et bien certains en bénéficient plus que d'autres du processus de privatisation, en quelque sorte. Et donc la question, c'est comment on doit procéder pour distribuer ces droits de propriété. Alors, il y a deux grands mécanismes. Il y a un premier mécanisme, alors je ne sais pas combien de temps j'ai, parce que je suis perdu avec les questions, etc. Oui, d'accord. Ok, ouais. Donc, il y a une première solution, en fait, qui est la solution où, en fait, on donne une ressource sur la base du premier arrivé, premier servi. Donc, par exemple, dans mes histoires d'usine, le premier qui s'est installé. D'accord ? Et donc, par exemple, dans les histoires de pollution, on donne les droits à polluer à ceux qui polluent. C'est ça qu'on a fait pour les marchés d'émissions, etc. D'accord ? Donc, alors, cette solution, en fait, elle a des inconvénients, elle a des avantages. Elle a des avantages parce que, en fait, ceux qui utilisent déjà la ressource, en fait, ont accumulé des compétences pour l'utiliser. Et donc, ça peut permettre de garantir ex post une bonne utilisation de la ressource. Ça valorise leurs investissements passés, etc., etc. Et donc, ça donne les bonnes incitations en général. Les inconvénients, évidemment, c'est que ça distord la distribution de la richesse et donc ça pose éventuellement des problèmes d'équité, si vous voulez. Et puis l'autre point important, c'est que ça a aussi conduit les individus à surinvestir dans la course pour accéder aux ressources. D'accord ? Et finalement, ceux qui accèdent quand ils anticipent qu'il va y avoir ce problème, ceux qui accèdent à la ressource ne sont pas forcément ceux qui vont mieux l'utiliser. D'accord ? Le mécanisme alternatif, c'est les enchères, les mécanismes d'enchères, où on va attribuer la ressource. Donc, le principe des enchères, c'est qu'on attribue la ressource à celui qui la valorise le plus. D'accord ? Alors, c'est un bon mécanisme parce que si les enchères sont bien construites, ça permet de révéler en fait la vraie valeur de la ressource et la vraie capacité à la valoriser.
Et donc, on va donner la ressource à ceux qui la valorisent le mieux. Ceci est vrai si et seulement si, en fait, le mécanisme ne peut pas être manipulé par les enchérisseurs. Et en réalité, ce qu'on montre dans la théorie des enchères en économie, qui est à la fois une théorie et une analyse d'un ensemble de pratiques, hein, c'est que pour que le mécanisme ne soit pas manipulable par les enchérisseurs, il faut qu'il soit sophistiqué. Et les mécanismes très sophistiqués, en fait, ils sont très difficiles, ils sont très coûteux à mettre en œuvre, et éventuellement, ils ne sont pas toujours maîtrisés par les enchérisseurs, qui peuvent se tromper dans leur stratégie pour enchérir, hein, parce qu'on parle de ressources complexes, hein, on ne parle pas de la brosse à dents de ma grand-mère que je vends. Voilà, donc on parle de ressources complexes, et donc en fait les enchérisseurs, s'ils se trompent, à la fin, ils se trouvent à payer des prix trop élevés ou trop bas, etc. L'autre point important, c'est que après, alors c'est à la fois un effet bénéfique et un effet négatif, c'est que effectivement celui qui vend la ressource, par exemple l'État, va bénéficier du produit de cette ressource. Donc théoriquement, c'est bien parce que cette ressource qui était un bien commun va bénéficier au bien commun. Si et seulement si les politiciens, les bureaucrates, etc., utilisent bien la ressource. Évidemment, c'est quand même un vrai problème pratique, d'accord ? Ils peuvent très bien ne pas la redistribuer pour fournir de l'éducation et des soins médicaux et pour faire autre chose, ce que vous voulez. Donc, bon, là, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais en gros, si vous voulez, le problème, c'est que les mécanismes, il n'y a aucun mécanisme parfait pour distribuer les droits de propriété. Et en plus, suivant la manière dont sont distribués les droits de propriété, à qui ils sont distribués, etc., il y a souvent des tas de stratégies ensuite pour répercuter les coûts sur d'autres. Si vous êtes un industriel qui payait très cher des droits à polluer, à la fin, les droits à polluer, vous allez les faire payer aux consommateurs. Et c'est évident. Oui, c'est normal. Et c'est logique d'ailleurs, hein, ce n'est pas du tout que vous êtes méchant, c'est que c'est dans vos coûts et donc vous allez les répercuter, etc. Mais du coup, en fait, ces mécanismes peuvent être parfois assez complexes, hein, parce que voilà, et donc ils sont difficilement prévisibles, difficilement observables ex post, et donc il y a des mécanismes, comme on parle de beaucoup de valeurs souvent, il y a des mécanismes de redistribution sophistiqués, enfin de redistribution sophistiqués qui se mettent en œuvre, et il y a des enjeux sur ces mécanismes de redistribution, en partie opaques, et évidemment, il y a, du coup, ça fait l'objet de jeux politiques complexes, et donc un des problèmes avec la solution droit de propriété, c'est qu'au moment de la privatisation, en fait, c'est jamais parfait. Cela étant, les solutions alternatives, et donc tout ce qui est fourniture gouvernementale, en fait, sont aussi intrinsèquement viciées. D'accord ? Parce que les mêmes hommes politiques, plus ou moins orientés vers le bien commun, plus ou moins bien informés, plus ou moins compétents, etc., qui vont prendre des décisions sur les processus de privatisation, vont être aussi ceux qui, quand on prend la mesure alternative, vont prendre des décisions sur des régulations, sur la fourniture par un service public de biens publics, etc. C'est les mêmes, et donc c'est aussi biaisé. Alors, effectivement, c'est l'autre pan de l'analyse, c'est la fourniture en fait d'un service public, pour le dire comme ça, d'accord, qui peut être fourni soit directement par des services étatiques, d'accord, hein, par le service public, pour utiliser une notion française, par le gouvernement, si on utilise une notion américaine, disons, hein, soit c'est de la fourniture pour le compte du gouvernement par des opérateurs privés, tels les services de distribution d'eau ou d'enlèvement d'ordures, souvent en France, enfin les groupes, voilà, enfin ce genre de choses qui est voilà, bon. Donc, mais le problème donc on va raisonner sur ce genre de problème à partir en fait du cas du bien public pur, parce que c'est le cas
voilà, où se posent le plus de problèmes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des questions de continuum. Le premier problème, en fait, c'est de savoir comment on choisit entre des services publics alternatifs. Parce que tout le monde est bien d'accord, enfin, on peut débattre, mais tout le monde est bien d'accord pour dire que l'éducation, l'aide aux personnes âgées, les routes, les ponts et les gares, tout ça, c'est voilà, des biens publics, hein, il faut les financer. Mais après, évidemment, on ne peut pas tout financer en même temps. Donc il va falloir choisir les quantités et les qualités des biens. D'accord ? Et donc il va falloir arbitrer entre des usages alternatifs de nos moyens. Comment on décide ça ? Évidemment, on a des préférences très différentes, suivant qu'on ait une famille nombreuse, un couple de personnes âgées, suivant qu'on habite à côté d'un site potentiel pour un aéroport ou pas, etc. etc. D'accord ? Et donc le problème, en fait, un problème central déjà, c'est de construire les fonctions de préférence collective. Et en réalité, je le dis en 2 mots, en gros, il y a des théorèmes d'impossibilité là-dessus. On ne peut pas les agréger. Elles ne sont pas agrégeables. Parce que pourquoi enfin bon, je n'ai pas le temps de développer, mais en gros, si vous voulez, le problème, c'est comment on compare le poids de ma préférence pour un théâtre avec la préférence de ma voisine pour une école. Comment on compare ça ? Vous avez une solution ? Il n'y en a pas. Soit on dit la voix de ma voisine vaut la mienne, ce qui est une position, mais il y en a des tas d'autres. D'accord ? Il y en a des tas d'autres. Il y en a, moi j'ai plus de capital intellectuel, par exemple, et ma voix devrait compter plus. Ou elle a plus de besoins sociaux et sa voix devrait compter plus, etc. Mais tout ça, voilà, il n'y a pas de solution. Et par ailleurs, en fait, l'autre point très important, c'est que les individus n'ont pas nécessairement intérêt à révéler leurs vraies préférences. Pourquoi ? Parce qu'en révélant leurs vraies préférences, ils révèlent leur propension à payer des impôts. Et ils le savent très bien. Et donc, en fait, les pouvoirs publics, même s'ils sont bienveillants, ne peuvent pas nécessairement extraire la bonne information des individus qui vont profiter des biens publics. Parce que les individus, ils savent très bien que c'est des biens publics. C'est-à-dire qu'ils vont en profiter même s'ils n'ont pas contribué, etc., etc. Et donc, ils ont tous des stratégies qui conduisent à la tragédie des communs, à ne pas révéler leurs vraies préférences. Deuxième chose, les pouvoirs publics ne sont pas toujours organisés de manière efficace et n'ont pas toujours des incitations efficaces à fournir le bien public. Pourquoi ? Une grande partie de la question, c'est que en fait, ce bien va être consommé en dehors du marché. Et donc, il ne va pas y avoir une capacité des utilisateurs, des consommateurs, enfin des utilisateurs de ces biens publics, des usagers du service public, comme à l'inverse des consommateurs de biens marchands, à en fait révéler leurs vraies préférences en changeant de fournisseur si jamais ils ne sont pas contents du service public, ou en estimant que le prix devrait être plus bas, etc. D'accord ? Et donc, ça donne une mauvaise incitation à l'ensemble du dispositif qui fournit les biens publics, et du coup, il y a toutes les dérives que l'on connaît. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est systématiquement mauvais, mais ça veut dire que voilà, les individus qui sont dans le dispositif public, soit qui sont des opérateurs, soit des décideurs, en fait, ils sont soumis aussi à d'autres contraintes. Les politiciens, ils doivent être réélus, donc ils doivent faire plaisir à leurs électeurs. Ce n'est pas nécessairement le bien commun qui est recherché. Hein ? Les politiciens, il faut qu'ils aient 51% des voix, pas 100%, etc. etc. D'accord ? Les bureaucrates, ils font carrière. Il faut qu'ils fassent plaisir aux politiciens, etc., etc. Il faut qu'ils ne se fatiguent pas trop, enfin, tout ce que vous voulez. Hein ? Et donc, comme il n'y a pas la sanction permanente du marché comme dans une activité marchande, il y a un lien beaucoup moins fort et intrinsèquement, il y a un problème. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être résolu, mais il y a un problème. S'ajoute à ça le fait que vous avez des logiques effectivement politiques et bureaucratiques qui amplifient tous ces phénomènes.
parce que les politiciens sont dans un jeu particulier, les bureaucrates aussi. Voilà. Et donc, les organisations qui en résultent n'ont aucune raison de viser le bien, de maximiser l'utilité collective. Et enfin, il y a souvent un problème, c'est que si on élimine tous ces autres, c'est que par ailleurs, les capacités à s'organiser collectivement avec un dispositif de type gouvernement, peu importe qu'il soit national ou régional, etc., ne recouvre pas nécessairement l'étendue des biens communs. Je vous ai dit tout à l'heure que les biens communs pouvaient être localisés, hein, les biens publics pouvaient être localisés. Et donc, il y a des biens publics qui sont très locaux, il y a des biens publics qui sont très globaux, et en fait, vous n'avez pas toujours un bon niveau de gouvernement. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Voilà. Alors, j'ai plus de temps. Éventuellement, je pourrais remonter en fait en gamme sur chacun des points, mais je vais pas le faire. Je vais laisser les questions venir. J'ai des slides comme ça. Quand vous poserez des questions, je sortirai mes slides. Juste un point quand même, c'est que tous ces raisonnements sont liés à des hypothèses comportementales extrêmement fortes, qui sont des hypothèses, en fait, David l'a rappelé tout à l'heure à la fin de son exposé, donc nos exposés se rejoignent, sont des hypothèses, en fait, d'individualisme court-termiste. D'accord ? Et en réalité, en fait, à la fois parce qu'il y a de l'altruisme calculatoire, comme celui qu'a signalé David, mais aussi parce qu'il y a éventuellement des normes morales, alors qui sont calculatrices mais sans l'être, enfin de la morale kantienne, si vous voulez. Hein. Donc, effectivement, on s'aperçoit qu'en pratique, il y a beaucoup de cas où ces problèmes insondables de gestion de biens publics, de biens communs, trouvent des solutions. Et on les trouve dans la nature, mais on les trouve aussi dans les sociétés humaines. D'accord ? Par exemple, une bonne partie, contrairement en fait à la légende qui est véhiculée par l'article de Hardings, en fait, il y a énormément de situations où des biens environnementaux, qui ont des caractéristiques de biens publics ou en tous les cas de common pool, hein, pour reprendre mes catégories, sont gérés en fait par des communautés de manière assez efficace. Et pourquoi ? Parce que dans les communautés, les individus, si la communauté est relativement stable, relativement fermée, en fait, la communauté en elle-même a des mécanismes intrinsèques de punition de ceux qui trichent, qui surexploitent la ressource, etc., et arrive à créer des règles, d'abord arrive à prendre conscience des interdépendances, arrive à créer des règles sur l'utilisation des ressources, et arrive à les mettre en œuvre parce que on va être, notamment ça va reposer sur l'ostracisme, hein, la communauté va ostraciser ceux qui ne respectent pas les règles. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des tas de ressources naturelles qui sont gérées par des communautés de manière relativement efficace, donc sans État, en fait, sans solution étatique. Donc typiquement, alors il y a un nom qui est assez associé à ça en économie, qui est Lynn Ostrom, qui est aussi connue qui est aussi connue en sciences politiques, mais elle a eu un prix Nobel d'économie en 2009, très largement pour ses travaux sur l'analyse de ces mécanismes de coopération, en fait, parce que en fait, les individus, au fond derrière ça, il y a une rationalité plus sophistiquée que celle qu'on prête aux individus dans les modèles économiques, enfin dans certains modèles économiques. Alors évidemment, le problème, c'est comment en fait on peut faire le scaling up de ces solutions locales, parce que évidemment, dès que vous passez à une beaucoup plus grande communauté, ça pose plus de problèmes parce que les individus deviennent plus anonymes, moins observables, etc., etc. Et donc c'est la raison pour laquelle dans les sociétés plus développé, on a eu la tradition de penser avec l'outil étatique. Parce que l'outil étatique l'organisation de l'État remplace la structure communautaire, en fait, quand on a affaire à des grandes communautés. En gros, on spécialise des gens dans l'élaboration des règles et dans les mécanismes de mise en œuvre. C'est ça un État, en grande partie. D'accord ?
Et donc, l'un des problèmes que l'on a, c'est que comment ça fonctionne. Alors, les travaux d'Ostrom sont intéressants aussi parce qu'elle a bien montré que, précisément, quand les systèmes de juridiction ne sont pas bien alignés avec les problèmes de gouvernance collective, en fait, souvent, il y a des processus spontanés de coopération et d'ajustement, en fait, entre les juridictions. Et on voit ça aujourd'hui aussi au niveau, par exemple, international. Et je voudrais... donc je vais pas revenir sur tout, mais quand même, il y a un truc important que je voudrais dire. C'est... Attendez, où est-ce que c'est ? Il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Voilà, c'est ça, some good news. Donc, en fait, ce dont je viens de vous parler, c'est la gouvernance polycentrique, les théories de Ostrom, etc. Donc, qui s'appliquent soit à des petites communautés, soit à des dispositifs plus larges, etc. Et donc, même quand on a des biens publics, des commons internationaux environnementaux, en fait, parfois, il y a des solutions qui émergent. Alors, il y a des solutions qui émergent parce que, finalement, les individus ont des rationalités plus sophistiquées, même collectives, hein, plus sophistiquées que on peut l'anticiper tout d'abord, pour les raisons, en fait, très bien évoquées par David. La deuxième chose, c'est que en fait, il y a un point important qui est les technologies de production des public goods. En fait, tous les public goods n'ont pas la même technologie d'agrégation dans leur production. Alors, il y a des public goods, par exemple, certains types de ressources. En fait, certaines contributions comptent plus que d'autres. Par exemple, l'exemple le plus significatif, c'est les best shot public goods, c'est-à-dire c'est celui qui contribue le plus, qui fournit en fait, la solution, le résultat collectif s'applique, enfin découle de la plus forte contribution. Donc typiquement ici, c'est la recherche et développement. C'est celui qui trouve la meilleure solution technologique ou scientifique qui permet à l'humanité entière d'en bénéficier. Et donc, même si c'est un public good, en fait, vous avez intérêt à concentrer les moyens sur une seule contribution ou un faible nombre de contributions, ceux qui ont le plus de chances de contribuer. D'accord ? Et donc, du coup, vous pouvez produire du bien collectif sans avoir le problème de faire coopérer tout le monde. Okay ? En gros, votre problème, ça va être de financer la bonne recherche et développement, etc. Et c'est en partie la position américaine dans les négociations internationales sur le changement climatique. C'est nous, on pollue tout ce qu'on veut, on consomme des énergies à effet de serre, etc. Mais on est en train d'investir massivement, on a une activité économique très, très dynamique grâce à ça. Et nous, on investit massivement dans la recherche-développement justement pour trouver des technologies propres. Et si vous nous cassez notre croissance, on ne pourra plus le faire. D'accord ? Alors, évidemment, c'est un argument fallacieux en partie, mais pas complètement. Voilà. En tous les cas, en gros, le point important, c'est qu'on n'est pas obligé nécessairement de faire contribuer tous les acteurs au même niveau. Si on a un weighted sum ou un best shot public good. Évidemment, il y a certains public goods, on est au contraire dans le weakest link, c'est-à-dire c'est celui qui contribue le moins qui détruit le bien commun, enfin qui donne le niveau de bien commun. Donc typiquement pour les problèmes de sécurité, par exemple, etc. etc. D'accord ? Mais ça a une conséquence, c'est que tous les biens publics ne posent pas les mêmes enjeux en termes de gouvernance, d'accord, et de solutions pour leur fourniture. Et du coup, on peut avoir aussi des tas de solutions pour les biens publics mondiaux où en fait il faut avant tout réunir une coalition minimale.
Parce que, en fait, pour les biens publics mondiaux, un des grands problèmes auxquels on se heurte, c'est qu'il est très difficile, le coût d'une coalition générale ou globale est très élevé. Parce qu'en réalité, pour faire simple, sur un certain nombre de biens environnementaux, sur un certain nombre de biens publics, enfin de biens publics, mais environnementaux en particulier, en réalité, il y a un problème, c'est qu'il y a des différences très fortes de préférence entre les pays développés et les pays en développement. En gros, on demande aujourd'hui, dans les négociations internationales, aux pays au développement, de choisir entre le développement et la préservation des ressources naturelles, de certains nombres de ressources naturelles. Et ceux qui demandent ça sont ceux qui ont conduit à la destruction des ressources naturelles et qui ont fondé leur développement là-dessus. D'accord ? Donc, effectivement, il y a des problèmes de justice intertemporelle dans la gestion de ces problèmes. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi du mal à arriver à des accords sur des tas de choses, hein, comme la biodiversité, le climat, etc. D'accord ? Ce n'est pas simplement à cause des méchants américains. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis désolé d'avoir été trop long, mais bon, voilà.